Joliba Afternoon News. Session d'information de l'entreprise B2Gold avec les fournisseurs locaux sur le développement du contenu local. Des précisions à suivre dans ce journal. Cérémonie d'ouverture du séminaire international des alumni de l'école de maintien de la paix Alioune Blondine Bey de Bamako, c'était mercredi 10 novembre 2021. L'actualité à l'international en Israël, ramasser des ordures peut faire gagner de l'argent virtuel. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Ce mardi 9 novembre 2021, l'entreprise B2Gold a organisé des sessions d'information avec les fournisseurs locaux sur le développement du contenu local. Objectif, informer et sensibiliser des fournisseurs locaux sur les enjeux et challenges auxquels les sociétés minières font face. Reportage Fanta Diarra et Bouraïma Doubaré. B2Gold, dans sa politique de contenu local, veut améliorer sa collaboration avec les entreprises maliennes, dans le but de les amener à être plus familières avec les procédures d'approvisionnement et des paiements des B2Gold. Le représentant du ministère des Mines s'est réjoui de ce genre d'initiative. Le problème qu'on avait eu au départ, c'était qu'il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de cadre où les gens pouvaient se retrouver, partager cette idée de contenu local, partager les besoins des mines. Nous avons d'abord, lors de la lecture du code minier, on a mis des dispositions dans la nouvelle loi qui permettent de créer ce cadre, qui permettent de créer également un portail où on aura toutes les informations des besoins des mines qui seront diffusées, qui seront publiées par an. Donc tous les opérateurs économiques, tous les Maliens qui veulent quand même exercer dans ce domaine auront les informations sur ce portail. Et quant au gouvernement, je crois que ça ne fera qu'augmenter la part de l'activité minière dans le PIB. Ça sera un outil vraiment de lutte contre la pauvreté. Le directeur des finances de B2Gold, Issa Diarap, explique davantage les raisons de cette session. Depuis son arrivée au Mali en 2015, B2Gold a voulu privilégier la collaboration avec les fournisseurs locaux. Et on a commencé avec certains fournisseurs, mais on s'est confronté à un problème de compétences. C'est-à-dire, OK, il y avait tous des retards dans les livraisons, dans l'exécution des tâches. Compte tenu de cette incompétence, essayons de les former les fournisseurs locaux. Donc il y avait la phase de construction qu'il fallait faire d'abord. Donc la construction est terminée. Maintenant, on est dans une phase où il faut former les fournisseurs, les faire comprendre les besoins des mines, les faire comprendre les bases de la gestion d'entreprise et afin de pouvoir travailler avec eux. C'est pour cette raison qu'on a voulu organiser cette session aujourd'hui. Bassadi Touré, un participant, s'est dit satisfait de la tenue de cet événement. Très nécessaire, elle est utile, elle va nous permettre de parler, de comprendre les difficultés des uns et des autres pour pouvoir avancer. Parce qu'on a intérêt à ce que les entreprises locales puissent vraiment s'intégrer dans les mines pour avoir plus de retombées locales de ces sociétés minières. L'ensemble des Maliens disent, bon, on ne voit pas l'or briller, mais ils ne doivent pas chercher l'or en tant que tel. Il faut, qu'est-ce qui fait qu'on produit? Il faut s'attaquer à ça. C'est ça qui va permettre à l'or de briller pour les Maliens. Sinon, l'or là en tant que tel n'est pas important. Assurons-nous qu'on va acheter le maximum de choses ici. Ça va non seulement permettre de former les jeunes, ça va nous donner des capacités et on va avoir de l'argent dans notre économie. Pour rappel, ces sessions visent à mieux outiller les entreprises maliennes pour qu'elles répondent aux offres venant de B2Gold. Ils sont 20 fournisseurs locaux sélectionnés pour participer à cette session d'information et d'échange. Je l'évoquais dans les titres, le séminaire international des alumni de l'école de maintien de la paix Alioune Blondine Bey de Bamako a commencé ce mercredi 10 novembre 2021. Cet événement a pour but de regrouper les anciens stagiaires et auditeurs de l'école pour un meilleur partage de connaissances. Oumou Makalou et El Hadji Malik Guiteya. Créer un espace de concertation, formation, emploi pérenne entre les alumni de l'école de maintien de la paix Alioune Blondine Bey et les potentiels employeurs, c'est l'objectif principal de ce séminaire qui doit durer 3 jours, au cours desquels 5 panels sont au programme pour renforcer le savoir-faire des alumni. Nos alumni, les anciens stagiaires et auditeurs, constituent une richesse humaine talentueuse et engagée sur les défis qui nous touchent tous, que ce soit ici au Mali, en Afrique ou dans le monde entier. Pour faire face à ces défis immenses,
La formation de nos jeunes, de nos cadres et de nos élites permettra concrètement d'apporter des solutions idoines aux différents maux qui assaillent nos communautés, notre continent et voire le monde entier. Cette cérémonie d'ouverture a permis au directeur de l'école de revenir sur les moyens de résolution de crise et la qualité des formations dispensées à l'école. Je voudrais souligner ici, et cela à juste titre, l'impératif que constitue la promotion des solutions africaines aux problèmes africains, tant il est vrai qu'aucune solution ne peut être efficace si elle n'est fondée sur la pleine connaissance des réalités qu'elle est censée régler. Oui, un sentiment de fierté au nom de l'école et de ses partenaires d'avoir fourni à notre continent des ressources humaines compétentes et qualifiées pour bâtir la paix et la prospérité d'aujourd'hui et de demain. Coordinateur des alumni de l'école de maintien de la paix à Blondin Bay, félicite cette initiative et espère qu'elle permettra aux participants de perpétuer les valeurs de l'école. À l'issue de ce séminaire, nous devrions enfin pouvoir pérenniser l'esprit, les valeurs et les enseignements de l'EMP, car notre objectif aujourd'hui est de développer ces vastes réseaux d'échanges et de partage d'expériences entre les anciens stagiaires et auditeurs formés dans cette prestigieuse école. Nous permettre ainsi de capitaliser nos acquis, d'alimenter les réflexions d'aujourd'hui et de demain sur l'ingénierie de la paix. Pour rappel, les alumni de l'école de maintien de la paix à Blondin Bay de Bamako constituent un regroupement apolitique et à but non lucratif. Il regroupe les anciens stagiaires et auditeurs, civils et porteurs d'uniformes ayant participé aux différentes formations de l'école. Hommage à Amadou Toumani Touré, une exposition photo pour magnifier le parcours de l'homme. La pyramide des souvenirs de Bamako abrite ce jeudi 11 novembre 2021 la cérémonie de vernissage d'une exposition photo en hommage à l'ancien président Feu Amadou Toumani Touré. L'événement se situe dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire de la disparition de ATT. Suivons le reportage de Aïssata Traoré et de Bouraïman Doubaré. La pyramide du souvenir, symbole de la révolution de mars 91, ne restera pas en marge de la commémoration de l'an 1 de la disparition de l'ancien président Amadou Toumani Touré. À travers l'organisation d'une exposition photo en son hommage, la direction de la pyramide du souvenir entend reconnaître les mérites de l'illustre disparu avec un thème évocateur, hommage à Amadou Toumani Touré, du soldat de la démocratie à l'homme d'État. On ne peut pas parler de 26 mars sans parler de ce grand homme, Feu Amadou Toumani Touré, l'ancien président, le soldat de la démocratie. Donc, j'ai vu, après 30 ans, ici à la pyramide du Souvenir, se souvenir de ce grand homme, une année après sa disparition. Ça coïncide à la 30e année de l'avènement de la démocratie aussi. C'est pourquoi je tiens vraiment à organiser, à rendre hommage à ce grand homme qui est Feu Amadou Toumani Touré. Cette exposition de photographie, selon la directrice de la pyramide du souvenir, est un devoir de mémoire envers Feu Amadou Toumani Touré. Elle offrira également l'opportunité à la jeunesse de découvrir le parcours glorieux qu'a été celui qu'on appelait affectueusement ATT. La jeunesse aussi, parce que la preuve en est que ce matin, avec l'ouverture de la bibliothèque, il y a une bibliothèque carrément pour c'est-à-dire une partie carrément consacrée pour les enfants, pour les jeunes. La bibliothèque, ça touche beaucoup de domaines, mais la plus grande partie, ça concerne les jeunes, les enfants. L'une des grandes motivations d'initier cette exposition photographique, c'est l'amour inconditionnel qu'Amadou Toumani Touré vouait pour son pays, le Mali, mais pas que. En tant que soldat de la démocratie, aussi parce que ce grand homme a été le bâtisseur, un bâtisseur qui a eu l'amour de ce pays, l'ami des jeunes, des enfants et surtout l'amour, assurance maladie obligatoire où les Maliens sont fiers aujourd'hui. Quand il a rendu gratuitement la césarienne, c'est les enfants mais aussi les femmes. Cette exposition photographique en hommage à Feu Amadou Toumani Touré
au nombre d'une 50aine d'images, retrace la vie de l'homme ainsi que ses œuvres. Elle durera 2 semaines et sera un créneau pour les Maliens et particulièrement la jeunesse de s'imprégner des acquis de la démocratie tout en cultivant un esprit de paix et de cohésion, des valeurs que le natif de Mopti a toujours défendues durant son existence. Dors en paix, ATT. Toujours dans la même foulée, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme sous le président Amadou Toumani Touré ATT de 2002 à 2011, Ndiaye-Ba revient à l'occasion du premier anniversaire de la disparition du président sur l'intérêt qu'il accordait à ce secteur ainsi que ses actions posées pour son rayonnement. Ministre de l'Artisanat et du Tourisme de 2002 à 2011, Ndiaye-Ba a été l'un des rares ministres présents dans tous les gouvernements du président Amadou Toumani Touré. L'ancien ministre regrette un visionnaire et un bâtisseur. Le président ATT est un patriote, un grand patriote. Il aimait viscéralement le Mali. Il ambitionnait de faire de notre pays une puissance émergente. Et il était sur la voie. C'est le père de la démocratie d'abord. Le père de la démocratie. Un visionnaire. Un grand visionnaire. Faire du Mali un grand pays touristique n'était pas une promenade de santé selon l'ancien ministre. Il m'a confié le portefeuille de l'artisanat et du tourisme. C'était pas facile. Parce que le Mali était un pays sans façade maritime et qui ne répondait pas aux critères du développement du tourisme classique. Mais nous étions un pays extrêmement riche culturellement, extrêmement riche. Parce que nous avons le plateau d'Ogon, nous avons Tombouctou, nous avions Djenné, nous avons Gao et toutes les autres villes, Ségou, Kaye, c'est toutes des villes, toutes des régions touristiques. Donc c'est ce créneau que nous avons exploité. Pour relever ces défis, ATT mettra le ministère de l'Artisanat et du Tourisme sur la liste de ses priorités. Et je vous dis, le premier gouvernement, pour vous dire la considération que le président ATT accordait au secteur de l'artisanat et du tourisme, dans la préséance gouvernementale, moi j'étais le 16e. Mais quand il a vu les progrès de ces deux secteurs, au prochain remaniement, juste au prochain remaniement, il m'a mis 3e. 3e. Combien d'années plus tard ou Non, un an après. J'étais le 3e dans la hiérarchie gouvernementale. Selon l'ancien ministre, les initiatives pour le rayonnement du secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme n'ont pas manqué sous ATT. Le premier challenge que j'ai eu, c'était le Smithsonian Festival à Washington. Le Mali était l'invité vedette. Et il fallait relever ce défi. Parce que c'est tout le Mali culturel, le Mali des artisans qui devrait se trouver à Washington. Le symbole, c'était la porte de Djenné en face du Capitole. C'est ce qu'on a construit. Donc pour marquer l'importance, le président ATT s'est déplacé en personne. Ensuite, pour développer le tourisme, il fallait une appropriation collective de tous les Maliens. Parce que le tourisme demande des investissements, surtout en infrastructure hôtelière. Donc, il fallait faire un événement qui frappe l'imagination collective. Donc, nous avons procédé donc au lancement de la saison touristique à Mopti. C'était la première édition. On organisait à Paris ce qu'on appelle le mois de l'artisanat du Mali en France. En ATT, nous avons lancé ce qu'on appelle les villages artisanaux. C'est des grands villages artisanaux où des centres de production et de vente de produits artisanaux, de production, de vente et de formation. Ndiaye-Ba s'est dit aujourd'hui fier d'avoir travaillé avec le président ATT qui, selon lui, a contribué au développement des secteurs de l'artisanat et du tourisme au Mali.
Un mot de culture dans cette édition. La 12e édition du festival du Slam Calebasse Challenge se tient du 10 au 14 novembre 2021 à Lomé au Togo. Cette édition regroupe plusieurs pays africains et européens dont le Mali, représenté par la jeune slameuse Diarafa Soukounan. Le festival Calebasse Challenge est un festival qui met plus l'accent sur la compétition nationale du slam au Togo. Cette 12e édition verra la participation de plusieurs pays, dont le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Canada et la Belgique. Elle sera étoffée par des ateliers de slam, des performances et la grande finale nationale. Précisons que Diarafa Soukounan représente le Mali à ce festival en tant que championne de Massa Slam 2020, compétition nationale de slam au Mali organisée chaque année par le groupe Agoratoire. À présent, l'image du jour consacrée au royaume d'Abomey. Abomey est une ville du sud de la République du Bénin située à 145 km de Cotonou, qui est la préfecture du département de Zou, dont elle est le chef-lieu. Fondée au XVIIe siècle par le roi Ouégbadja, c'est la capitale historique de l'ancien Dahomey de 1625 à 1894. Cette ville a gardé de cette époque un ensemble de palais royaux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Elle est située à environ une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Au cœur de la cité, les palais royaux sont un témoin matériel majeur de cette civilisation. Ancienne capitale du royaume de Dahomey en langue fon ou d'Abomey, fondée selon la tradition en 1625, l'histoire de ce royaume a vraisemblablement des origines mystérieuses. Ce royaume militaire remarquablement organisé s'étendit vers la zone côtière, trafic des armes et des esclaves et conquit le royaume d'Alada, qui se reconstitua à Porto Novo. De 1625 à 1900, 12 rois se succédèrent à la tête du puissant royaume d'Abomey. À l'exception du roi Ouessou Akaba qui utilisa un enclos distinct, chacun fit édifier son palais à l'intérieur d'un enclos entouré de murs de pisé, tout en conservant certaines caractéristiques de l'architecture des palais précédents dans l'organisation de l'espace et le choix des matériaux. À présent, l'actualité internationale avec Oumou Makalou. Des policiers en tenue anti-émeute avancent vers des partisans de l'opposant Barthélémy Diaz, candidat à la mairie de Dakar, le jour de son procès en appel pour la mort d'un homme abattu lors de l'assaut de sa mairie en 2011. Des heures ont éclaté mercredi à Dakar, la capitale du Sénégal, dans l'attente du procès en appel d'un opposant farouche au pouvoir et candidat à la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz, a constaté un journaliste de l'AFP. Les incidents confus ont éclaté dans les environs de l'université au passage du convoi de M. Diaz. Le cortège a forcé un barrage des forces de l'ordre qui ont répliqué en lançant des grenades lacrymogènes. Finalement, l'audience s'est ouverte sans lui peu après 9h locales et GMT, alors que les journalistes attendaient devant chez lui, à quelques kilomètres de là qu'ils se mettent en route. L'un des co-prévenus a demandé le renvoi de ce procès en appel en raison de l'absence de son avocat, a constaté un journaliste de l'AFP. L'audience est renvoyée à la demande du prévenu qui souhaite comparaître en présence de son avocat, a annoncé le président du tribunal. L'affaire a été renvoyée au 1er décembre. Notons que M. Diaz avait été condamné en première instance à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Pour chaque sac qu'elle a rempli, Elisha reçoit une dizaine de Clean Coins, une nouvelle monnaie virtuelle lancée par une start-up israélienne et qu'elle pourra dépenser auprès d'anciens partenaires. Nous avons développé une plateforme qui permet à toute personne sortant dans la nature de prendre des photos des endroits pollués. Ensuite, d'autres personnes pourront voir tous ces endroits qui sont localisés sur la carte, s'y rendre, les nettoyer et être récompensés pour cela. Ce que nous faisons en tant qu'entreprise, c'est de mettre en relation les services concernés, tels que les magasins, les organisations et les autorités, avec la communauté qui localise et nettoie, afin de mener une opération de nettoyage efficace pour la première fois dans l'histoire. La nature en profite et j'en retire aussi un petit avantage personnel qui me donne la motivation.
Ça m'incite à nettoyer surtout quand, par exemple, l'endroit est désagréable avec des mouchards en papier et d'autres choses jetées par terre et que je n'ai pas envie de nettoyer, surtout si je n'ai pas de gants. Quand il y a de gros objets, je les ramasse, mais s'il s'agit d'objets plus sales et moins agréables à toucher, je reçois une petite récompense qui me suffit pour tout nettoyer. Israël produit environ 1 million de tonnes de déchets plastiques par an et ceci représente 18% de la totalité des déchets contre 12% dans les pays européens. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.